Bonjour Thomas, je te remercie d'être parmi nous pour la deuxième interview d'Exafle. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Écoute, moi je vais très bien également, merci. Pourrais-tu te présenter, nous parler de ton parcours d'enseignant du français langue étrangère, sans oublier bien sûr une attention particulière sur ce qui t'a amené à devenir examinateur? Alors oui, donc moi j'ai été diplômé à la Sorbonne Nouvelle en 2020 d'un master FLE en didactique des langues étrangères. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire deux assistanats, le premier à Turin et le deuxième à Madrid. Suite à ça, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour pouvoir dispenser des cours de FLE, d'italien mais aussi d'espagnol à distance. Donc je fais ça depuis 2022. J'ai d'abord commencé par le FLE et puis évidemment après, avec l'acquisition des nouvelles langues, j'ai pu, euh, j'ai pu les enseigner. En parallèle, je suis aussi écrivain. J'ai déjà autopublié donc 2 livres et travaillé en collaboration avec une maison d'édition italienne. Et voilà, là encore un nouveau projet qui arrive avec une autre maison d'édition. Pour répondre à ta question en ce qui concerne donc la partie évaluation et en tant qu'examinateur correcteur, donc j'ai eu la chance pendant mon master de d'avoir une formation qui m'a permis d'avoir l'habilitation du DELF du niveau A1 jusqu'au niveau B2 et juste après l'obtention du diplôme, j'ai pu déjà travailler dans un centre de formation dans le 93 en Île-de-France. Donc j'ai tout de suite pu mettre en place les automatismes que j'avais eus pendant la formation. Ouais, c'est un parcours assez riche parce qu'en fait tu as trois casquettes. Tu as la casquette de l'enseignant du français, la langue étrangère. Tu es aussi écrivain et examinateur. Tout à fait. Et du coup, alors, en plus de ce qui t'a poussé à devenir examinateur, qu'est-ce qui t'a aussi poussé à devenir écrivain, écrivain, tout simplement? Oui, alors c'est intéressant. J'ai toujours aimé écrire. Ça a vraiment fait partie d'une de mes passions et échappatoires quand j'étais un peu plus jeune. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai jamais été très bon à l'oral avant d'être officiellement enseignant. Et en plongeant dans les écrits, j'avais justement cette possibilité euh, de matérialiser ma pensée, de prendre le temps pour justement bien formuler et construire les phrases. Donc je me suis dit pourquoi pas finalement en faire une autre de mes casquettes, comme tu disais. Et ça me permet donc de diffuser mes idées par ce moyen-là. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir examinateur finalement? Alors déjà, je pense que j'ai eu la chance d'avoir ce stage pendant le master. Donc ça a été quelque chose qui m'a vraiment poussé vers l'examination. J'ai toujours été aussi intéressé par tous les moyens d'évaluation, en plus des approches linguistiques et de tout ce qui va être autour de la culture, de l'altérité, ces notions-là qu'on retrouve dans la didactique des langues. Et pour rien te cacher, je pense aussi que ça a un aspect complémentaire dans les revenus, hein, puisque le monde du FLE n'est pas forcément très, très facile. Et en étant examinateur, en particulier pour moi, donc du DELF ou du DALF, ça apporte un complément de salaire qui n'est pas de refus. Oui, oui, j'entends bien cette justification. En effet, ça permet de mettre du beurre dans les épinards, comme certains aiment le dire. Euh, c'est super intéressant que tu aies autant de casquettes différentes, Thomas. Je pense que ça peut intéresser plus d'un, plus d'une, que tu nous racontes une expérience, une anecdote significative. Alors je sais pas, peut-être dans ton parcours d'enseignant, dans ton parcours d'écrivain ou dans ton parcours d'examinateur, si tu as quelque chose à nous partager. J'ai une anecdote en ce qui concerne la casquette de l'examinateur, parce que bah, quand j'ai commencé, évidemment, j'étais un peu perdu. Donc j'ai beaucoup de chance parce que la première fois que j'ai été examinateur, donc c'était dans le 93,
Et j'ai été donc avec une première examinatrice qui a été très gentille avec moi, qui m'a vraiment bien expliqué tous les détails, qui m'a vraiment laissé du temps pour observer, puis après mettre en pratique donc ce que j'avais eu pendant la partie du stage. Et puis le lendemain, je me suis retrouvé donc à évaluer un autre niveau. Donc je suis passé du A1 au niveau B1. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension parce qu'on se dit, on peut avoir peur de se tromper, d'envoyer le candidat dans une mauvaise direction. Et moi, j'ai vraiment paniqué puisque donc c'était, comme je l'ai dit, pendant l'épreuve des B1. Je me suis retrouvé avec une candidate qui était francophone et qui avait un excellent niveau de français. Et donc, dans la deuxième partie où on doit faire le dialogue euh, simulé, moi je devais être le directeur et elle donc l'employé, voilà. Et on avait toute cette situation pour le jeu de rôle. Et elle avait beaucoup plus d'arguments et de termes techniques que moi, et ça m'a fait paniquer totalement. Et donc j'ai perdu mes moyens et je me suis retrouvé complètement muet. Et ma collègue, donc une autre collègue, a dû intervenir. Donc j'étais vraiment tétanisé à la fin de l'entretien. La candidate est partie et ma collègue m'a un peu passé un savon en me disant mais c'est pas possible, faut vraiment te mettre dans le rôle du personnage. Donc là tu es le directeur, tu es un directeur à partir de maintenant. Et en fait, je pense que ça a eu un impact parce que ça m'a vraiment permis de débloquer ça a vraiment permis de débloquer quelque chose. Et j'ai pu incarner ce directeur par la suite. Et bah, je l'en remercie pour ça. Ça a été un peu brusque hein, sur le moment, je le cache pas. Mais voilà, ça a quand même permis de débloquer ça. Et puis maintenant, bah, quand moi je me retrouve avec des examinateurs qui débutent, bah, je leur dis, voilà, n'hésite pas, si tu es stressé, il n'y a pas de souci. Je dis, même si là, dans ce passage, il n'y en a qu'un seul qui doit communiquer avec le candidat, je dis, moi, si tu es en difficulté, je viens t'aider, quoi. Ah oui, donc pour tes débuts, tu as eu une expérience un peu particulière. Bon, j'ai bien compris que tu étais plutôt reconnaissant envers cette examinatrice qui a su te rebooster Tout à fait. plutôt que du ressentiment. Du coup, oui, en fait, si tu veux, c'était pas vraiment en mode passer un savon, mais gentil, quoi. C'était juste pour me remettre dans le truc, histoire de me motiver, plutôt que m'enfoncer, tu vois. Ok. Et penses-tu que c'est une force d'avoir trois casquettes différentes dans ton cas? Je pense que c'est une grande force, parce que le côté, la casquette de l'écrivain me permet de justement être attentif à toutes les erreurs que peuvent commettre les apprenants à l'écrit, en production écrite, en compréhension écrite. Le métier d'enseignant, justement, me permet de travailler l'oral, tout ce qui va être la phonétique. Et puis, la partie de l'examinateur, correcteur, vient finalement englober tout ça et la compléter, puisqu'à la fin, je refais un petit mélange de toutes ces compétences et je peux plus facilement, justement, créer des évaluations adéquates avec ce que j'ai vu, ce que j'ai travaillé avec mes apprenants dans les classes. D'accord, oui, donc super intéressant d'avoir un peu toutes ces casquettes qui te permettent un peu d'avoir des compétences transversales et complémentaires surtout. Oui, et puis je peux intervenir plus facilement un peu partout. Et puis, comme je l'ai dit, donc j'enseigne aussi l'italien et l'espagnol. Bah, j'utilise aussi ces compétences-là dans ces langues-là. Si tu peux le dire, bien sûr, où interviens-tu en tant qu'examinateur ou en tant qu'enseignant et, euh, et dans quel pays surtout? Moi, j'interviens principalement en ligne, comme je t'ai dit, puisque je suis à mon compte. J'utilise toutes les plateformes hein, et j'ai des apprenants du monde entier. Je travaille avec des adolescents et des adultes. Donc évidemment, avec les adolescents, il faut toujours avoir un contact avec les parents, puisqu'ils sont mineurs. Avec les adultes, c'est plus simple, puisqu'on passe directement par eux. Je travaille aussi avec des organismes de formation. Donc là, bah, ce sont les organismes qui vont chercher les élèves et puis après ils me mettent sur les différentes missions pour enseigner donc les différentes langues. Et en ce moment, donc, je suis dans le sud de la France, à Toulon, pour être précis, et j'interviens ponctuellement dans un centre d'examen à Marseille. D'accord, donc ouais, tu as quelques centres à ton actif.
Qu'est-ce qui te passionne le plus dans le domaine de l'évaluation? Alors déjà, je peux te dire les moments que je n'aime pas, parce que, on sait comme d'habitude que c'est très français de dire ce qu'on n'aime pas en premier. Mais par exemple, je déteste surveiller. C'est vrai que surveiller, pour moi, c'est quelque chose d'assez complexe, parce que faire les allers-retours dans la pièce, et parfois qui n'est pas très grande, donc je vais lire et relire plusieurs fois les sujets, je vais les connaître par cœur, mais après, bah, j'ai plus rien à faire. Donc c'est vrai que le temps est très long. Mais ça va, je survis. Et puis, je suis toujours content après de repartir au front et évaluer à nouveau les candidats. Euh, la partie qui m'anime le plus dans l'évaluation, c'est vraiment ce moment où on rencontre les candidats, puisqu'il y a tout ce côté humain qui nous passionne tous. Et ces moments où justement on va rencontrer les autres, c'est quelque chose vraiment qui est très passionnant et enrichissant, puisque chaque personne est différente. C'est assez marrant que tu compares la salle d'examen, de surveillance, à un champ de guerre quand tu dis que tu vas repartir au front. C'est assez rigolo cette comparaison. Oui, oui, parce que c'est à la fois, comme je disais, une épreuve pour le surveillant qui doit endurer ça, et en même temps pour les candidats, puisqu'ils doivent tout donner pendant cette épreuve. Donc le stress, l'ennui, tout ça est mélangé, et oui, on peut dire que c'est une épreuve de bataille, et oui, de guerre, c'est ça. Que penses-tu du concept du site internet exafeu.com? Je trouve que c'est une excellente idée, parce que ça permet de recenser tous les examinateurs qu'il y a en France et en plus de ça dans le monde entier. Donc c'est à la fois bénéfique pour avoir plus de visibilité en tant qu'examinateur correcteur et en même temps pour les centres d'examen qui seraient à la recherche de différents examinateurs correcteurs. Justement, ils ont un outil sur lequel ils peuvent piocher, quoi, dans lequel ils peuvent piocher. Donc, merci pour ton retour voilà, sur le site et ton expérience, Thomas. Merci à toi. J'aimerais qu'on fasse un petit point du point de vue de futurs jeunes enseignants, examinateurs. Aurais-tu des encouragements, des mises en garde et ou des astuces que tu aimerais transmettre? Je pense qu'il faut vraiment avoir un attrait pour l'enseignement dans un premier temps et ensuite pour l'apprentissage de nouvelles langues étrangères, car ça peut vraiment apparaître comme un complément dans l'activité du professeur. Ensuite, il faut faire attention à ne pas fixer des tarifs trop bas si vous êtes à votre compte, par exemple. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, voilà, mon collègue, il fixe un prix bas, je vais faire comme lui pour avoir le maximum d'apprenants. Même chose, il faut faire attention à toutes les plateformes qui existent où on va retrouver des dizaines, voire des centaines de professeurs, mais même chose, qui fixent des tarifs vraiment trop bas, mais qui vont finalement être noyés, qui vont pas s'en sortir et qui vont finir par décrocher et abandonner l'enseignement. Donc il faut vraiment suivre votre instinct, ne pas hésiter à se renseigner auprès de plusieurs collègues qui ont réussi, ou qui sont en voie de réussir, pour toujours garder cette étincelle finalement qui peut vous animer. Ok, merci Thomas pour ton partage. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu aimerais partager? Je sais pas, un dicton, un proverbe, ou peut-être un projet sur lequel tu travailles. Mon dicton qui me suit depuis quelque temps maintenant, c'est l'arme la plus utile, c'est le sourire. Alors, j'espère que j'arrive à le transmettre à travers mon discours, mais j'essaye au maximum d'être très souriant avec tout le monde. Et c'est quelque chose que, pour moi, bah, on revient encore une fois sur le champ lexical de la guerre, puisque je dis que là, c'est une arme. Et oui, pour moi, c'est le plus grand pouvoir, puisqu'à travers un sourire, on peut faire passer beaucoup d'émotions. Donc, bien sûr, il faut savoir l'utiliser. On ne va pas sourire tout le temps bêtement, sinon ça perd de son utilité. Et donc voilà, je pense que le sourire peut être très utile aux professeurs pour communiquer donc beaucoup, beaucoup de choses. Et un projet peut-être, donc je travaille toujours à côté de ça, à côté de toutes mes casquettes, sur un site internet qui s'appelle Ma demeure du Fleu et dans lequel j'essaye en fait de recenser
les ressources qui, moi, m'intéressent et qui peuvent intéresser les apprenants qui le visiteraient pour améliorer donc leur niveau de français. Donc il y a des vidéos, des jeux interactifs que je crée ou que je trouve, euh, le lien par exemple vers des livres, des films, les livres que j'ai écrits, et voilà, et plein d'autres choses voilà, que vous pourrez découvrir si vous avez le temps et si vous avez envie d'y faire un tour. Ah bah super, merci. Tu me donneras le lien de ton site. Je vais essayer de l'ajouter quelque part pour que les gens puissent, les personnes qui nous écoutent puissent s'y rendre. C'est la fin de ce podcast. Merci à toi pour ta présence, ton partage d'expérience et tes impressions. Peut-être qu'on aura d'ailleurs l'occasion de travailler ensemble comme collègues sur un DELF ou un autre examen à l'occasion. Bah écoute, avec plaisir, et merci encore une fois pour l'invitation, c'était cool.